bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne Ensemble, c'est mieux, qui fait la part belle, vous le savez maintenant, aux initiatives régionales solidaires. On est très heureux de vous retrouver pour cette petite heure d'émission. Alors maintenant, ce que vous attendez tous, c'est le menu du jour. On commence tout de suite par la colocation. Il n'y a pas d'âge pour être en coloc. Si elle a longtemps été l'apanage des étudiants, eh bien de nouvelles formes tentent à se développer, intergénérationnelles, à projet, entre valides et handicapés ou familles monoparentales. Nous ferons un tour d'horizon avec Axel Verny, représentante de l'association Ensemble de Génération en Ille-et-Vilaine. Une location, justement, tiens donc, nécessite souvent le dépôt d'une caution, une garantie parfois problématique à obtenir, et qui dit pas de garant dit bien souvent malheureusement pas de logement. Pour vous aider, connaissez-vous l'existence de la caution locative gratuite? Sophie Puimoyou, directrice de la DIL 35, nous dira tout dans quelques instants. Nous vous présenterons également Andy Anime, une start-up morbihanaise qui rend accessible les loisirs aux personnes en situation de handicap mental. C'est la belle idée de Jeanne Le Penglaou qui sera avec nous. J'en connais une autre qui est toujours pleine d'idées pour occuper les bambins, mais parfois, faut bien l'avouer, nous adultes, nous séchons un peu. Eh bien, Gwendoline Brahim a creusé le sujet et nous donnera des pistes pour jouer intelligemment avec nos enfants. Voilà pour le sommaire. C'est vrai ça, Catherine, c'est pas si facile de jouer avec nos enfants finalement. Bah, sauf pour vous, parce que vous êtes toujours pleine de ressources. Oui, mais je joue souvent la gagne, hein, c'est vrai, je suis pas forcément fair-play. Et d'ailleurs, vous allez parler de colocation, Laurence ? Eh bien, on le cherche tous, ce colocataire parfait, celui qui sait cuisiner, celui qui reste discret, voire silencieux, qui reste tout le temps dans sa chambre et puis qui est juste assez maniaque pour faire le ménage avant nous. Eh bien, existe-t-il, voilà, c'est ça mon attente pour cette émission, de trouver ce profil parfait. Alors peut-être à côté de moi, on verra. Existe-t-il le colocataire parfait? C'est peut-être un chien finalement, le colocataire parfait. Vous avez lu dans mes pensées, Laurence. Allez, c'est vrai que de nombreux dispositifs de colocation intergénérationnelle existent. Par exemple, depuis 2005, Un toit, deux générations, qui met en relation des seniors et des étudiants. 13 ans après, non seulement ça fonctionne, mais ça progresse en Bretagne. Il y a même plusieurs formules. Alors, je vous propose de regarder un exemple à Kévin, dans le Morbihan, où l'on retrouve Thérèse, 79 ans, et Louise, 22 ans. C'est un reportage de Bleu Le Borgne et Philippe Bauger. Je vous la donne? Ouais. Dans la cuisine. Voilà. Bon. Thérèse, 79 ans, et Louise, 22 ans, vivent sous le même toit depuis plus de 2 ans. L'une est retraitée, l'autre étudiante. Drôle de colocation, mais les deux femmes se sont bien trouvées. Elle parle pas, Louise. Alors, forcément que, hein. C'est pas vrai. Mais bon, c'est pas. Bon, c'est vrai, il y a toujours. Puis bon, on raconte nos petites affaires, ce qu'on a fait dans la journée. On rend service à ces petits jeunes-là, qui n'ont pas trop de bourse. Et puis bon, et même pour eux, ça leur fait de la compagnie. Elle qui n'aime pas trop être toute seule. Louise participe aux charges à hauteur de 18 € par semaine. C'est moins cher qu'une chambre en CTU ou en colocation. Et pour la jeune femme, c'est aussi un moyen de retrouver une forme de cocon familial. Chez une personne âgée, ça permettait aussi d'avoir un cadre de vie stable et d'avoir des horaires. On ne mange pas à n'importe quelle heure, on a des horaires à respecter. Et puis moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Beaucoup d'étudiants aimeraient, comme Louise, être hébergés chez des personnes âgées en échange de petits services. Mais les seniors seraient plus difficiles à convaincre. Les gens appréhendent, parce que ça va être un jeune, alors il va aller dans mes affaires, il va fouiller, je suis plus chez moi. Oui, alors que c'est pas vrai. Je ne l'ai pas regretté, hein, de l'avoir fait. Et de continuer, tant que je pourrai, hein, jusqu'à mes 90 ans si je peux. Dans le pays de l'Orient, moins d'une trentaine de retraités font le même choix que Thérèse chaque année. Pourtant, avec Louise, elle veut prouver que la cohabitation entre deux générations est possible. Très joli duo, hein, on sent une belle complicité. Alors il existe tout un tas d'antennes d'un toit de génération sur les départements bretons. Nous sur ce plateau, on accueille la représentante d'une autre association, c'est Ensemble de Génération. Vous êtes la représentante donc en Ille-et-Vilaine, Axel Verny, et vous êtes directrice de la Maison en Ville. Alors on se demande un petit peu, parce que la colocation intergénérationnelle, c'est vrai qu'on en parle pas mal, mais finalement ça peut rester assez méconnu.
étonnamment. C'est ce que vous dites en tout cas. C'est une tendance, mais... Oui, ça reste méconnu, alors que depuis plus de 10 ans maintenant, c'est assez cadré par le législateur. Donc nous, associations, on sait très bien comment mettre en place des binômes et comment les accompagner surtout pour que ça fonctionne bien. Ça donne des fruits absolument super. Vraiment, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'on voit bien qu'il y a autant de positifs du côté de la jeune fille que du côté du senior qui accueille. Et ça, c'est vraiment bien quand on a un duo équilibré comme ça. Mais c'est vrai, beaucoup de seniors aujourd'hui méconnaissent cette possibilité et n'ouvrent pas leurs portes pour accueillir. Qui vous contacte principalement? Est-ce que ce sont les personnes âgées elles-mêmes ou la famille plutôt? Ou alors les étudiants? Alors, les étudiants, oui, on a 2 fois plus de demandes d'étudiants que de places disponibles aujourd'hui, notamment en Ille-et-Vilaine. Donc, on a 2 fois plus d'étudiants que de places disponibles chez des personnes âgées. Pour ce qui est des personnes âgées, ça peut être aussi bien la personne elle-même qui fait la démarche, parce qu'elle a envie d'avoir un peu de compagnie, parce qu'elle a envie de donner aussi un petit coup de main à un étudiant. Mais ça peut être aussi la famille, les enfants, qui sont un petit peu inquiets à l'idée que leurs parents soient seuls, qui sont parfois loin et qui seraient rassurés par une présence auprès de leurs parents. Comment ça se passe? Est-ce que vous sélectionnez en amont les étudiants selon leur profil, alors même que vous avez sélectionné peut-être justement des seniors avec leurs habitudes de vie, etc. Vous essayez de faire... C'est pas facile de faire coller les attentes des 2 côtés. Non, c'est un vrai exercice de matching entre un bon profil d'étudiant et un profil d'accueillant au cycle. En fait, déjà, les étudiants nous contactent. Il y a toute une procédure pour valider leur candidature. Ils remplissent un dossier de candidature. On les reçoit en entretien 1 fois, parfois 2. Donc pour nous, pour valider leur projet, leur capacité à vivre avec un senior, parce qu'il faut aussi être capable de respecter un engagement, de respecter la tranquillité du senior, d'accepter un certain nombre de règles de vie. C'est quand même assez contraignant, comme on ne peut pas accueillir, par exemple, dans son logement qui on veut. Donc on valide tout ça lors de ce processus de sélection. Et une fois qu'on a un bon profil de jeune, on regarde aussi les besoins qu'on a auprès des accueillants et on essaye de trouver le bon profil. L'étudiant mélomane qui va aller chez une ancienne violoniste. Voilà, on arrive, ou l'étudiant en histoire qui va chez un passionné d'histoire médiévale, par exemple. Donc voilà, on essaye de trouver des points communs qui vont faire en sorte que les 2 vont se parler et vont échanger, puisque c'est vraiment basé sur ça, sur l'échange. Sur l'échange. Est-ce que l'étudiant paye un loyer? Est-ce qu'il y a un contrat? Comment ça se passe en fait, très concrètement? Alors, nous, on travaille avec 2 formules différentes. Soit on a un accueil gratuit, donc sans loyer, avec juste une participation en charge, comme c'est le cas dans le reportage entre Thérèse et Louise. Voilà. Et là, du coup, il y a une contrainte de présence ou une demande de présence assez forte qui est faite pour l'étudiant auprès de la personne âgée, présence le soir et la nuit. Soit on est dans un accueil qu'on appelle solidaire, où l'étudiant va payer une petite participation que généralement on plafonne à 150 € par mois. Voilà. Ça permet d'avoir un petit revenu complémentaire pour le senior qui accueille, et ça reste vraiment intéressant pour l'étudiant. Alors oui, il y a un contrat, parce que nous, on encadre ça par une convention qui a valeur de contrat et qui est signée entre l'accueillant et l'accueilli. Et l'association, une fois qu'elle a mis en place le binôme, que la convention est signée, elle va accompagner toute la durée de la cohabitation, le binôme, parce que parfois il y a des petits ajustements, c'est pas forcément inné. Il y a une période d'essai ou pas? Il y a une petite période d'essai, exactement. Généralement, la convention est signée seulement au bout d'1 semaine ou 15 jours pour qu'il y ait cette petite période d'essai, que chacun soit sûr de son choix. Et puis après, il y a tout l'accompagnement de la structure. Nous, on forme par exemple les jeunes. En début d'année, on accueille tous les jeunes pendant une demi-journée, pour une demi-journée de formation sur des éléments liés à l'âge, sur différentes choses, des temps de rencontre aussi pendant l'année, pour justement permettre le dialogue et la discussion aussi bien entre jeunes qu'entre seniors. Alors, il y a quand même un point peut-être sur lequel il faut insister, c'est qu'un étudiant ne remplace pas un ou une auxiliaire de vie. Parce que parfois, les seniors peut-être sont un peu plus dépendants, entre guillemets, on va dire. Ça, vous insistez sur ce point-là également auprès des 2 parties, d'ailleurs, parce qu'il faut bien préciser les choses, il y a un cadre précis. C'est très important et que vous le soulignez, parce que c'est essentiel. Le jeune ne peut pas se substituer à des travaux ménagers de type service à la personne, ni à une auxiliaire de vie, encore moins à une infirmière. Parfois, on a des demandes de seniors qui nous disent « Moi, j'aimerais bien qu'il aide mon père à prendre ses médicaments ». Et nous, on dit « Non,
c'est pas possible. Voilà, l'étudiant, il est vraiment là pour la convivialité, pour l'échange, et il n'est pas là pour remplacer des professionnels. Il n'est pas professionnel, il ne peut pas faire un certain nombre de gestes qui sont l'apanage des professionnels. Donc nous, on est très attentifs à ça, et quand on sent qu'un senior dans le quotidien va demander un peu trop, justement, c'est pour ça que l'association est là, pour pouvoir dire non, ça c'est pas possible. Votre besoin, il faut qu'il soit rempli par autre chose, par quelqu'un d'autre. Très bien, écoutez, c'est extrêmement clair. Catherine, vous voyez, le colocataire idéal, il y a des moyens de le trouver. En tout cas, Thérèse, dans le reportage, elle a l'air super chouette. Donc, elle était là. Moi, je ne sais pas si je vous avais dit, j'ai fait de la colocation avec des personnes âgées. Et justement, j'étais dans ce problème-là où j'avais dit, c'est pas à moi de faire le ménage. Et voilà, donc on était content que ça se termine. Je retournais voir tous les dimanches quand même, ça reste mes parents. Mais c'est vrai qu'on était content que ça se termine. Voilà, donc c'est ça aussi la colocation avec des personnes âgées. On passe le bonjour quand même à papa et maman Brossard. Allez, dans colocation, il y a location. Et dans location, il y a caution. Aïe, c'est là que c'est un mot qui peut faire un petit peu mal. C'est ce que vous allez nous dire, Sophie Pumayou. Vous êtes directrice de l'ADIL 35. Alors, qu'est-ce qu'une caution? D'abord, on va être très pragmatique, très clair. Une petite définition. Donc, le cautionnement, effectivement, c'est un acte qui est souvent joint, qui est joint au contrat de location et par lequel une personne, par exemple les parents d'étudiants, vont garantir le paiement des loyers en cas de défaillance de leurs enfants ou du locataire principal. On confond souvent la caution avec le dépôt de garantie où l'on verse 1 mois ou 2 mois de loyer et où ce montant est restitué en fin de contrat quand le logement n'est pas dégradé. Donc la caution n'est pas obligatoire. Par contre, le bailleur va systématiquement la demander s'il sent que le locataire n'a pas suffisamment de revenus réguliers pour garantir le paiement du loyer durant toute la location. Et quand c'est compliqué à obtenir, souvent, sans garant, pas de logement. Sans garant, voilà. Donc, certains publics auront des difficultés à avoir un accès à un logement, à trouver un logement s'ils ne peuvent justifier d'une garantie, d'une caution personnelle de leur famille. Alors, il existe des cautions payantes et il existe aussi depuis 2016 un dispositif qu'on appelle garantie Visal, Visa pour le logement et l'emploi. C'est un dispositif qui est financé par Action Logement et mis en œuvre par Action Logement aussi. Et donc, c'est un dispositif très simple. C'est un cautionnement gratuit qui s'obtient de façon dématérialisée en allant sur un site dédié, www.visal.fr. Vous disiez que vous l'aviez utilisé également. Donc, ça convient sur ce type spécifique de location, des locations qui peuvent être gérées par des organismes d'intermédiation locative. Et ça garantit aux bailleurs, pendant toute la durée du contrat, y compris les renouvellements, le paiement jusqu'à 36 mois d'impayés de loyer et de charges dans le parc privé et 9 mois en secteur HLM. Alors, on a envie de vous poser la question, qui peut en bénéficier? Alors, essentiellement, on a vu ce profil un peu particulier, mais sinon ce sont essentiellement les salariés des entreprises privées, y compris le secteur agricole, qui vont être soit en mutation professionnelle, qui implique un changement de lieu dans une même entreprise, dans le même groupe d'entreprises, soit qui vont être titulaires d'une promesse d'embauche. Or, CDI confirmé, c'est-à-dire qu'on va être en période d'essai ou on va être en CDD ou en intérim. Donc, ce sont des types de contrats pour lesquels il peut être difficile effectivement d'obtenir un logement sans caution. À noter également que tous les jeunes de moins de 30 ans vont pouvoir bénéficier de cette garantie, donc jusqu'à leur 31e anniversaire, tous les jeunes entrant dans le parc privé, et pour les étudiants et les alternants qui peuvent également bénéficier de ce dispositif, là, eux aussi peuvent, par exemple, obtenir cette garantie pour entrer dans une résidence collective ou également dans un logement HLM. Donc ça, c'est vraiment étendu, oui, beaucoup. Ouais. Oui. Est-ce que ça marche pour n'importe quel montant de loyer ? Non, il y a une petite limite, qui n'est pas très contraignante non plus, puisque la garantie Visal ne sera pas obtenue si vous avez un loyer supérieur à 1 300 €.
1500 € Île-de-France. Et si votre taux d'effort, c'est-à-dire que si le montant du loyer plus les charges est supérieur à la moitié des revenus des locataires. Et puis pour les jeunes, il y a encore un système plus simple pour les étudiants et les alternants. Il n'y aura pas de conditions de ressources et on va limiter l'obtention de la garantie à 600 € de loyer forfaitaire hors Île-de-France, 800 en Île-de-France. Alors, les démarches, elles doivent être impérativement réalisées avant la signature du contrat de location. Ça, c'est important de le préciser. C'est avant de signer le contrat. Donc, pour le locataire et le bailleur, c'est très simple. Pour le locataire, il va créer son espace. Personnel sur le site. Sur le site, pardon, c'est vrai, www.visal.fr. On crée son espace personnel. On rentre les informations relatives à son identité, à ses ressources. Ensuite, on demande effectivement un visa et on obtient une réponse dans les 48 heures. Donc, c'est très rapide. Et muni de ce certificat, on l'adresse à son propriétaire bailleur qui va à son tour sur le site créer son propre espace et avec le numéro du certificat, compléter les informations du dossier concernant le contrat de location. Il va ainsi obtenir en ligne un contrat de cautionnement dématérialisé qu'il va valider et suite à ça, il pourra signer son contrat de location. Et voilà, écoutez, parfait. Et ça ne dispense pas le locataire de payer son loyer. C'est important, c'est un dispositif qui est quand même efficace pour les deux parties, mais le locataire doit payer son loyer, sinon il y aura une action, un recouvrement qui fait partie intégrale du dispositif Visal également. Merci beaucoup, Sophie, pour cette information très complète et très concrète. Merci. On vous le disait au début de cette émission, nous allons nous intéresser à la colocation. Aujourd'hui, une nouvelle tendance prend de l'importance, c'est la colocation entre les familles monoparentales. Je vous propose tout de suite une illustration en Aquitaine. Marie est une maman solo. Cela fait 6 ans qu'elle vit seule avec ses 2 enfants, un temps qu'elle a apprécié, mais elle cherche aujourd'hui un autre mode de vie. C'est lassé sous son plancher, cric, crac, croc. Elle s'est inscrite en juillet dernier sur le site de colocation Cotoiturage afin de partager un logement plus grand, mais pas uniquement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la notion de partage. Là, il y a le partage matériel évidemment, mais il y a le partage de la parole avec d'autres adultes, avec une autre manière de fonctionner, d'autres éducations qu'on peut corréler, mettre en commun. Ça, je trouve ça merveilleux. Il y a en France 2,3 millions de familles monoparentales et parmi elles, une majorité de femmes seules avec leurs enfants. Sur la page de son profil, Marie a indiqué ses préférences dans la recherche de colocataires. Ce que je recherche, c'est presque une héroïne des temps modernes, c'est-à-dire quelqu'un qui soit dans ses fragilités, qui ait passé ces années-là de difficultés et de bonheur, et qui puisse à un moment donné être dans un élan hyper dynamique et positif. Cotoiturage a été créé il y a 2 ans par 2 jeunes Aquitaines. Partant du constat que près d'un couple sur 2 divorce et que le pouvoir d'achat se réduit alors parfois drastiquement, elles ont pensé que la colocation pouvait constituer une solution. Déjà, pour trouver un logement, puisqu'il faut souvent pouvoir couvrir 3 fois le montant du loyer, et également la mise en commun de frais de nourriture, de frais fixes comme l'électricité, ça peut être également des trajets, donc les frais d'essence. Le site compte aujourd'hui 3000 utilisateurs. La colocation, qu'elle soit intergénérationnelle, étudiante ou pour famille monoparentale, permet le partage sous toutes ses formes. Le partage sous toutes ses formes, c'est effectivement l'objet de la colocation. Et Axel Verny, vous allez nous dire qu'il existe en fait une multitude de types de colocation et vous-même, vous les mettez à profit dans votre association, évidemment. Oui, dans l'association Ensemble de Génération, la Maison en Ville, nous, on développe des colocations à projet. Alors, qu'est-ce que c'est une colocation à projet ? Alors, vous mettez des jeunes qui ne se connaissent pas dans un même logement. Vous secouez. Vous secouez. Et vous leur dites, vous menez ensemble un projet. Donc, l'idée, c'est que ce projet va fédérer la colocation, va permettre de créer des liens entre les jeunes eux-mêmes. Et puis, ça va leur permettre aussi d'aller à l'extérieur et de proposer quelque chose, une action auprès de leur environnement. Donc, par exemple, nous, on travaille depuis 2012 avec l'association Habitat et Humanisme 35 qui accueille des personnes en réinsertion par le logement. Et Habitat Humanisme a une maison relais, une pension de famille qui accueille une vingtaine de personnes qui ont tous des parcours un peu difficiles, qui sont maintenant logées. Et nous,
À côté, on a 3 colocations de 4 jeunes, donc 12 jeunes au total. Et leur projet, c'est de faire une animation à peu près tous les mois et demi, proposer une animation à cette pension de famille. Donc ça peut être un dîner bavarois, ça peut être une soirée musique, ça peut être un jour ils ont fait venir des conteurs, ils ont fait venir un magicien pour faire une soirée close-up. Voilà, l'idée c'est de proposer une animation et passer un temps ensemble avec ces personnes-là pour créer des ponts, pour tisser des ponts entre des jeunes qui sont un petit peu parfois dans leur bulle et des personnes qui ont une histoire différente. Donc voilà, l'idée c'est ça. La colloque à projet, c'est à la fois grandir en proposant une action et puis fédérer une colloque autour d'un projet qu'on construit ensemble. Créer du lien, hein, et ça marche très bien, ça. De plus et ça en marche plus, très bien. Alors nous, on est émerveillés par la capacité qu'ont les jeunes à donner du temps, à donner d'eux-mêmes pour créer des projets. On a vraiment des jeunes qui ont envie de vivre des choses différentes, de donner un peu du sens aussi à leur vie de coloc, qui profitent de ce temps étudiant, de ce temps de logement pour vivre une expérience différente. Ouais, ça fonctionne bien. Nous, sur Rennes, on a une 50aine de jeunes qui sont en coloc à projet. Alors vous avez emmené avec vous Célia, qui a été un pilier dans une colocation d'un autre genre que vous avez géré également. Célia, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en 4e année à l'École des Beaux-Arts de Rennes et vous avez été logée justement par l'association dans une colocation mixte. Alors qu'est-ce qu'on appelle une colocation mixte ? Alors, une colocation mixte, c'est 2 étudiants valides et 2 étudiants en situation de handicap qui vont vivre ensemble dans un même logement qui est adapté. Enfin, on a pu avoir un logement très bien adapté et équipé. Donc voilà, donc pouvoir vivre tous ensemble sous le même toit. C'était une volonté de votre part de vivre cette expérience-là ? Vous connaissiez ce type de colocation ? Non, mais c'était tout nouveau et moi j'arrivais sur Rennes. J'avais envie tout d'abord de rentrer dans une colocation et ensuite vivre une expérience plutôt originale. Quand j'ai su qu'il y avait cette colocation handicapée valide, je me suis lancée. C'était l'occasion de tenter. Comment vous avez vécu cette expérience ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, humainement, à tout point de vue même ? Beaucoup de joie, parce que tout d'abord, on a toujours cette impression que le handicap, c'est malheureux, ça fait peur. Et en fait, les personnes qui sont en situation de handicap ont beaucoup plus de rire et de blagues qu'on le pense. Parfois très surprenante au début, j'étais assez déconcertée, voire surprise. Mais justement, ils en parlent avec beaucoup plus de joie et ce qui fait qu'on l'accepte encore plus, c'est complètement normal. Vous avez mené des projets justement, pourquoi ne pas tout mixer, colocation à projet, parce qu'on peut aussi mener des projets dans ce cadre-là. Est-ce que vous aviez des liens vraiment très forts, tous les 4 ? Très forts, oui, parce que on était très solidaires. On avait beaucoup d'entraide plutôt à l'intérieur de la coloc ensemble. Par exemple, Geoffrey qui a un fauteuil, dès qu'il avait un petit besoin d'aide pour une chemise à repasser ou à plier, et bien, tout de suite on pouvait l'aider. Et de l'autre côté, il venait tout de suite nous aider d'une autre manière. Donc c'était plutôt un vivre ensemble. Le projet était vraiment de vivre ensemble avec nos différences. C'était un projet qui était mené en partenariat avec Handisup Bretagne. Comment ça se passe la collaboration justement avec eux ? Est-ce que c'est eux qui viennent vers vous pour vous proposer justement des personnes qui auraient envie de cette colocation ? Tout à fait. En fait, Handisup va nous proposer des jeunes, va trouver des jeunes en situation de handicap. Nous, le handicap, c'est pas on connaît pas. Donc, on peut pas travailler. Voilà. On a besoin de travailler avec des gens qui connaissent le handicap. C'est pour ça que notre collaboration, elle est riche parce que Handisup, ils connaissent vraiment bien. Ils proposent des personnes en situation de handicap. Nous, on va proposer plutôt des jeunes valides et ensemble, on va accompagner la colocation. Eux, avec leur connaissance du handicap et nous, avec notre connaissance de la vie de coloc et de l'accompagnement d'une coloc. Et c'est essentiel parce que malgré tout, le handicap va amener des éléments qui complexifient un peu la vie de coloc. Des points d'attention sur lesquels il faut être particulièrement vigilant ou des éléments à expliquer, des handicaps à expliquer pour que les autres colocs valides qui ne connaissent pas soient un peu plus à l'aise. Et ça, il faut vraiment des professionnels pour ça.
Effectivement, Sophie, qu'est-ce que vous en dites de ce type d'initiative ? Je trouve très intéressant qu'il y ait une association qui fasse l'intermédiation et qui effectivement puisse mettre en rapport ces deux types de publics et puis anime ces projets. Je pense que c'est rassurant pour l'ensemble des parties. Et puis oui, on voit qu'on teste, on va vers de nouvelles formes de cohabitation et que le logement, l'habitat prend des formes très diverses. En location, en accession, on a l'habitat participatif aussi, qui me fait penser un petit peu à ça. Donc voilà, c'est vraiment des expériences qui sont à promouvoir. On est content de voir que ça donne des résultats positifs. Et puis au droit à s'adapter après pour que ça soit le moins lourd possible derrière. Là, c'est la juriste qui parle. Vous seriez prête, Célia, à recommencer l'expérience dans une autre colocation ou à vivre un autre type de colocation ? Oui, complètement. C'est quelque chose que j'ai très bien vécu parce que tout d'abord, on s'entend très bien ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de solidarité et en plus, chacun apporte, dans ce type de colocation, chacun apporte des nouveaux éléments et par exemple des prises de conscience. Si je reviens sur cette colocation, Geoffrey nous a souvent rappelé il ne faut pas mettre les chaussures en plein milieu du couloir. Oui. C'est très concret, mais c'est compliqué. Mais quand on n'est pas face au handicap, on s'en rend pas compte. Et c'est plein de choses comme ça qu'on en sort avec plus de sensibilité et plus d'attention vers les autres. Donc oui, pour encore plus prendre de sensibilité, je veux bien. à recommander. Donc. Voilà. Vous avez gardé contact tous ensemble ? Bien sûr, oui, on est tous restés amis et on s'appelle régulièrement. Mais écoutez, merci beaucoup Célia pour ce joli témoignage. Merci Sophie, merci Axel. Allez, il existe de multiples façons de se sentir comme à la maison. Bien aujourd'hui, beaucoup de Bretons ont pris l'habitude d'échanger leur maison avec des inconnus pendant les vacances ou bien de proposer une chambre ou un accueil gratuitement. C'est ce qu'on appelle le couchsurfing, illustration à Saint-Brieuc avec nos reporters Catherine Basile et Vincent Bars. Voyager à la rencontre des autres, le goût du partage en bandoulière. L'idée est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'enjeu était alors de renforcer l'entente et la paix entre les peuples. Aujourd'hui, des milliers de Bretons ont pris l'habitude d'ouvrir leurs portes à des inconnus, échanger sa maison pendant les vacances, emprunter un lit pour quelques nuits. C'est gratuit et ça stimule l'ouverture d'esprit, un exercice de bienveillance. Gianni vient d'arriver à Saint-Brieuc pour suivre une formation. Il a choisi le couchsurfing comme mode d'hébergement. C'est Anarita qui l'accueille chez elle. Bonjour. Bonsoir, ça va? Hai fatto un buon viaggio? Petite visite guidée de la maison où Gianni va passer 3 nuits gratuitement. Donc voici la chambre, Gianni. Avec le lit, donc si tu as froid, il y a la deuxième couverture. Et ici, tu peux installer ton ordinateur si tu veux. Ici, c'est comme être à la maison. Et donc, je trouve très sympa l'aspect de rester avec quelqu'un plutôt que rester dans un hôtel. Et on peut échanger, on peut cuisiner ensemble, on peut faire des choses comme ça. En dehors de l'intérêt économique, c'est surtout la curiosité, l'envie de créer des liens qui motivent les couchsurfers. Voyageuse depuis toujours, Anarita aime plus que tout partager des moments de vie avec les visiteurs. Sur son profil, elle se dit passionnée par les autres. En général, le deuxième soir, c'est le couchsurfer qui cuisine. Mais toi, tu travailles, donc tu vas être exemptée. Quand je voyais des étrangers ici à Saint-Brieuc, j'étais toujours curieuse de savoir mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à Saint-Brieuc, pourquoi, comment on pourrait les inviter chez soi. C'est difficile dans la rue d'aller voir des gens et dire tiens, viens donc chez moi, j'ai une chambre de libre. Et donc le couchsurfing, c'était ça pour moi. C'était aussi une façon de voyager sans partir. Amabile, un peu dolce. Voyager pour moi, c'est de rencontrer les gens et comprendre comment ça marche dans un autre pays. Bonjour. Bonjour. Quelques jours plus tard, Gianni frappe à une autre porte. Oui, toi aussi. Oui, on se tutoie, hein. Oui. Celle de Marie-France et Alain. Il ne leur a pas demandé l'hospitalité au hasard. Gianni voulait discuter parapente avec des spécialistes. Je me demandais pourquoi un Italien voulait absolument aller faire du parapente au Mets des Hommes, mais ça y est, j'ai tout compris. Et voilà.
Bon, merci. Voyager chez l'habitant permet d'en savoir plus sur la vie locale, cuisine, musique, politique. Il n'y a jamais d'obligation à discuter, mais cela fait partie du jeu. Comment on dit en italien déjà? Chin chin. Chin chin en italien? Chin chin, salute. Salute. C'est pas un hôtel, on n'est pas payé pour ça. Mais ce qu'on attend quand même, c'est qu'il y ait un désir d'échange et de communication. Avec Couchsurfing, tu as la possibilité d'avoir des belles surprises. Et donc, on peut rester ensemble un jour, 2 jours, on se connaît, même si c'est très vite. Dans une journée, on peut se rencontrer si on pose les bonnes questions. Tu faisais le trou là dans le lac. Mais voilà. Et disons, il faisait froid, hein. On avait moins 29 là. Pour Betty, Jane et Loïc, l'échange de maisons a ouvert des horizons inespérés. Depuis 8 ans, le couple de retraités part 2 fois par an. États-Unis, Australie, Canada, Afrique du Sud, Loïc et Betty voyagent comme jamais. Depuis le mois de janvier, on a eu à peu près plus de 30 propositions. Imaginez 30 propositions. Mais on peut pas aller partout, c'est pas possible. Donc on fait une sélection. Et je trouve que c'est très enrichissant parce que il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas fait si on faisait pas des échanges de maisons. Et surtout de rencontrer des gens. Ça, c'est des gens qui arrivent à Rennes, des Australiens. Ils arrivent, qui viennent samedi ici et voilà leur maison. Le couple ira chez ces Australiens l'hiver prochain. Jongler entre maison principale et résidence secondaire leur permet d'accueillir, de partir quand bon leur semble. Chez la famille Bréau, c'est branle-bas de combat avant l'échange de l'été. Parents et enfants mettent la main à la pâte, du jardin au grenier, tout doit être impeccable, toute une organisation. En même temps, ça permet un peu de faire le grand ménage de printemps, mais au mois de juillet. Parce que on espère que là où on va, c'est la même chose. Bon, des fois c'est un rêve pieux, mais on espère qu'à côté c'est la même chose. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, donc on fait au mieux pour que ce soit le plus propre possible ici, pour qu'ils se sentent chez eux quand ils arrivent, quoi. Depuis qu'ils ont sauté le pas en 2010, Catherine et Franck Bréau ont échangé leur maison avec des Anglais, des Belges et des Espagnols. Nous avons eu une très bonne vacance dans le château des chats. Maxou est notre favori. S'occuper des chats fait partie de l'échange. Il n'y a pas de transaction financière. C'est un pacte de confiance entre 2 familles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est plongé dans le quotidien aussi des gens. On n'est pas forcément dans des zones touristiques, on est dans un espace habité, avec du voisinage proche. On a un peu l'impression d'être un peu chez nous, chez eux, quoi. Hein. C'est agréable en fait de voir comment les gens ils peuvent vivre différemment. Parce que finalement, on n'a pas forcément tous le même mode de vie en fait. Ça fait tellement du bien de faire confiance aux gens, quoi, de pas être dans ce truc d'insécurité, oh là là, les gens vont rentrer chez vous, les gens vont être chez vous, oui, et alors, quoi, on est chez eux. Et ça fait tellement du bien, en fait, que de rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire on se méfie pas de l'autre, nous, on n'a pas de méfiance. La générosité et la confiance en gage de dépaysement, c'est le pari que tentent chaque année des millions de terriens à travers le monde, avec un plaisir manifeste. Gwendoline Brahim, Audrey Balu-Goujon et Jeanne Le Penglaoui nous ont rejoints sur ce plateau. Alors Gwendoline, vous aviez envie de réagir sur ce sujet, sur les vacances collaboratives. Vous avez testé, vous? Oui, moi j'ai fait du couchsurfing et du woofing 2 fois et en Espagne et c'est très sympa parce que alors du coup c'est vraiment chez des locaux et ils vous donnent plein d'astuces pour voyager ou des petites adresses très sympas hors des circuits touristiques et moi je conseille à tout le monde et même avec des enfants, il ne faut pas hésiter. Et c'est aussi de l'échange de savoir finalement, parce qu'on ne partage pas qu'un logement, qu'un hébergement, on partage aussi toutes ces connaissances, effectivement. Oui, je connaissais quelqu'un qui a préparé des confitures tout un été avec une dame charmante et puis qui est parti dans un autre pays préparer des confitures et cueillir des fruits. Donc c'est plutôt pas mal comme travaux. Ouais. Le woofing, ça s'appelle. Le woofing. Oui, le woofing. 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 Je dis déjà woofing. Oui, voilà, ça y est. Le woofing. Alors, on parlait des loisirs, justement. Eh bien, on va s'y intéresser en ce qui concerne un public qui en est souvent, malheureusement, privé. Ce sont les personnes en situation de handicap. Les enfants, en particulier, ils sont 6 000
qui naissent chaque année avec un handicap mental. Et ces enfants sont malheureusement bien souvent un petit peu mis à part concernant les activités de plein air. Ça a été votre expérience, Jeanne Le Penglaou. Racontez-nous un petit peu, c'est votre histoire personnelle qui vous a amené à créer cette start-up Handi Anime. Oui, parce que j'ai un grand frère qui est polyhandicapé. Et il adore aller à la piscine, mais dans son foyer, c'est pas forcément possible d'y aller parce qu'il y a manque de personnel et tout ça qu'on connaît. Il faut un accompagnement. Oui, voilà, ouais. Et donc, quand il rentrait le week-end chez ma mère, ni l'une ni l'autre, on a forcément envie d'aller à la piscine. Et l'autre raison, c'est aussi quand j'ai fait mes études d'éducatrice ou après en sciences de l'éducation, j'aurais bien aimé compléter, pouvoir payer mes études dans un petit travail qui soit adapté à mes horaires. Et c'est là qu'est née l'idée d'Handi Anime. Je considérais que c'était quelque chose de plus souple, aussi bien pour les aidants familiaux, donc les parents de personnes en situation de handicap, et les futurs éducateurs ou en formation. Alors, en créant Handi Anime en juillet 2018, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un énorme manque finalement. Et très vite, vous avez été face à l'afflux d'inscriptions des animateurs. Combien se sont inscrits en 6 mois Là, je suis à 500. C'est impressionnant quand même, 500 animateurs qui sont inscrits. Comment ça se passe très concrètement? Comment il faut faire? On va sur votre site. Voilà. Pour les animateurs, donc il y a une fiche. Il suffit de s'inscrire comme sur un site classique. Ensuite, il y a une fiche à remplir avec sa présentation, son parcours, ses diplômes. Et aussi, j'ai noté plein de passions un peu communes à tout le monde et qu'on peut noter de 1 à 5, voire 0 étoiles. Par exemple, moi, je me suis inscrite sur le site pour faire de la musique. Donc, pour la musique, j'ai mis 5 étoiles. Et pour la pêche, par exemple, j'ai mis 0. Ah bon? Donc c'est une plateforme qui met vraiment en relation. Est-ce qu'elle est géolocalisée? Est-ce qu'on peut savoir quel animateur est près de chez nous? Voilà. Donc du côté des parents, ils mettent, quand ils arrivent sur la page d'accueil, ils notent je cherche un animateur et ils précisent dans quelle ville. Et ensuite, ils voient, alors pour l'instant, c'est par défaut à 100 km autour, mais on peut réduire jusqu'à 10 km. Et voilà, trouver quelqu'un près de chez soi et qui aura des passions communes avec son proche, j'espère. Alors c'est un accompagnement personnalisé qui représente bien sûr un moment de partage, de plaisir, mais il y a aussi évidemment des tâches un peu plus classiques qui sont à assurer, la préparation des repas, l'aide à l'autonomie. Ça, c'était important pour vous de le préciser. Il y a vraiment ces deux aspects-là. Oui, voilà. J'ai vraiment envie que ce soit centré sur le loisir et les intérêts communs des animateurs et des personnes en situation de handicap. Mais après, ça n'empêche pas qu'il faut de l'aide pour toutes les tâches de la vie quotidienne, quoi. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour cette initiative. Et puis, on rappelle qu'on vous retrouve sur donc, le site handianime.fr et puis votre page Facebook que vous mettez à jour régulièrement. Voilà. Merci beaucoup. Jeanne, qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine, une telle initiative? Souvent, c'est vrai qu'on est axé sur le soin en ce qui concerne les personnes qui ont un handicap. Et voilà, il y a aussi le loisir. Mais ça, c'est essentiel. Sortir, s'amuser, ça fait partie du soin aussi. Et ça fait partie de la vie surtout. Donc quand il y a des gens qui permettent de faire ça... Moi, j'avais une question, c'est juste sur... Ça peut être pour une activité très ponctuelle ou ça peut être un contrat un peu plus à long terme? Oui, les deux. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait de la souplesse, aussi bien pour les animateurs que pour les familles qui cherchent des interventions régulières ou ponctuelles ou dans l'urgence. D'accord, donc ça peut être juste pour une sortie piscine ou pas pêche a priori. On a bien compris la pêche, non. Et vous êtes basé dans le Morbihan. Oui, voilà, à Lorient. Mais le site est sur toute la France. Il couvre tout le territoire. Écoutez, merci beaucoup Jeanne pour cette belle idée. On va continuer à parler du jeu, des loisirs avec Gwendoline qui est quand même experte en la matière. Mais on rigole, mais n'empêche que jouer avec ses enfants, c'est pas si facile. C'est ce que vous allez quand même Non, c'est pas simple pour tout le monde. Ça y est, on est bientôt en week-end. Ouais. Donc qui dit week-end dit occuper les enfants et c'est pas toujours très très simple, surtout qu'on a d'autres choses à faire et puis on n'est pas toujours très enclin à rentrer dans la peau du personnage qui fait rêver l'enfant en ce moment. Alors si jouer avec son enfant c'est simple pour beaucoup de parents, pour beaucoup d'adultes, c'est pas simple pour tout le monde. On a beaucoup d'adultes qui sont gênés à l'idée de se déguiser ou de faire parler le doudou. J'adore mettre un costume de lapin. Non, mais c'est vrai. Voilà, je faire parler le doudou hippopotame ou jouer au billes, tout ça. Voilà, ils se sentent un petit peu gênés, ils ont du mal à se mettre à la hauteur de l'enfant et à rentrer vraiment dans le jeu.
Alors souvent, on entend des adultes dire « oui, mais moi, je suis un adulte, je garde une place hiérarchique par rapport à l'enfant ». Alors, il ne faut pas avoir de crainte là-dessus. L'enfant sélectionne vraiment le moment du quotidien et le moment du jeu. Donc, si vous perdez à une partie de cache-cache ou de petits chevaux... Non, vous n'êtes pas discrédité à vie, c'est pas grave. Un enfant tyran, il n'imaginera pas que maintenant, il est au-dessus de vous, hein, si on peut dire que l'adulte est au-dessus de l'enfant, mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas du tout craindre ça. Il faut vraiment ne pas avoir peur de rentrer dans le jeu. Pour jouer, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, et personne n'est là pour vous juger. Certainement pas l'enfant qui, lui, va rentrer complètement dedans. Et vous allez établir comme ça un rapport de confiance. Quand vous vous lâchez complètement, que vous rentrez dans le jeu, l'enfant, il a vraiment la sensation que vous faites quelque chose pour lui. Donc, vous consolidez le rapport de confiance entre l'adulte et l'enfant. Et vous créez comme ça un lien affectif qui va se baser sur le souvenir de cette partie de jeu. Il va s'en souvenir. Vous avez des enfants qui, parfois, vont voir un ami de la famille avec qui ils vont passer, je sais pas moi, rien qu'un jeu de cartes. S'ils le revoient des mois plus tard, ils vont être très contents de voir cet adulte, même si finalement, ils n'ont pas réellement de lien, parce qu'il va se souvenir de ce moment partagé avec l'adulte. Donc il faut vraiment faire un lâcher-prise total, ne pas hésiter à rentrer dans le jeu. Il y a certains adultes qui ont du mal parce que ça leur rappelle à leur propre enfance. Alors, on n'a pas tous eu une enfance où les adultes ou nos parents jouaient avec nous, mais il faut vraiment essayer de faire abstraction et se rappeler l'enfant qu'on a été, l'imagination qu'on pouvait avoir et travailler comme ça sa créativité en en faisant imaginer des mondes un peu extraordinaires ou se donner complètement dans le jeu. Place à l'émerveillement. Alors, vous allez nous aider quand même quand on est un peu frileux. Est-ce qu'il y a des petites astuces? Oui, quand même. Pour les adultes qui n'arrivent pas vraiment à lâcher prise ou à jeter complètement dans le jeu, on appelle à un support. Alors, ça va être les petites voitures, le jeu de billes, les poupées, un puzzle. Comme ça, vous n'êtes pas lâché comme ça. Il y a quand même quelque chose d'assez concret ou matériel. Moi, ce que je conseille, ce sont en famille ou juste à deux, les jeux de société, mais collaboratifs, où il n'y a pas de perdant, donc pas de drame. Voilà, vous ne devez pas le parent méchant qui n'a pas laissé gagner son enfant. Voilà, c'est un jeu collaboratif, donc c'est les deux parties pour une cause, pour le jeu. Vous avez les jeux ABBA qui sont très très bien faits pour ça, pour tous les âges et vraiment, même pour les adultes, on n'est pas là en train de... Il y a pour les petits, mais pour les grands, c'est pas forcément ennuyant pour l'adulte. Ou les jeux BioViva aussi qui sont très très bien faits pour ça. Et si on n'est pas jeu de société parce qu'on trouve ça très très plan-plan, on peut aussi aller sur la sortie en famille ou faire découvrir une activité qu'enfant on aimait beaucoup aussi, que ce soit le vélo, la patinoire, le cinéma, même les jeux vidéo. Voilà, c'est juste le fait de passer un moment ensemble dans le partage. C'est un prétexte, le jeu, finalement. Oui, voilà, c'est juste un prétexte. Et puis surtout pour les ados qui ont parfois du mal à sortir de leur petit cocon, ça permet comme ça de rentrer en communication avec l'enfant sur autre chose que le parti pris du parent éducateur. On sort complètement de ce rôle. Et voilà, ça crée des beaux souvenirs. Et pour faire des adultes... bien dans leur pompe, il faut des parents épanouis et une belle enfance. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec les enfants. Jouons donc. Exactement. Est-ce que c'est votre credo aussi, Audrey ou Jeanne? Jouer. Ah oui, jouer. Alors nous, on essaie de trouver des jouets, des jeux qui nous permettent de jouer avec des enfants qui ont un écart d'âge de 7 ans. Donc, on doit faire preuve de créativité aussi. Là, c'est un vrai défi, c'est pas si simple. Vous, Jeanne? Moi, je pense que je suis devenue animatrice puis éducatrice pour pouvoir continuer à jouer. Comme disent que je suis trop grande. C'est une bonne raison, remarquez, c'est une bonne motivation. Et puis alors, vous, forcément, Catherine, vous, le jeu, c'est votre, c'est votre domaine. Oui, mais c'est vrai que ça me fait repenser quand même à le Monopoly, on peut le dire, qui est quand même le jeu, qui est quand même un jeu tragique. C'est là où on apprend à perdre de l'argent, gagner, la difficulté de la vie. Alors, est-ce que le Monopoly a des vertus non, le Monopoly, il ne faut pas. Non, vraiment, puis c'est beaucoup trop long. Mais il y a des familles qui se sont déchirées quand même. Non, le Monopoly, c'est pas du tout le jeu. D'accord. Apaisant. On apprend à être ruiné. Non, c'est ça, et puis c'est beaucoup trop long. Donc, ok, il y a plein d'autres jeux. Il y a beaucoup d'autres jeux, mais le Monopoly, non. D'accord. C'est quand même évité. Alors, Gwendoline, d'ailleurs, c'est lequel votre jeu préféré? Société. Avec les enfants, moi j'aime beaucoup les jeux ABBA parce que je trouve qu'ils ont un univers particulier et les devine-têtes. Alors nous on est très fans du devine-tête. Vous savez, vous avez un personnage sur la tête. Oui, voilà, vous devez faire le devine. Alors ça c'est très drôle et puis on a adapté à tous les âges. Moi j'aime beaucoup. Bon, moi je suis très Cluedo, j'adore ça. Ah oui, c'est bien. Ah ouais, un classique. Non mais c'est toujours sympa
de retrouver le colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon. Allez, on va changer d'univers, changer de domaine. On va s'intéresser à vos droits maintenant, et plus précisément au droit du travail. Peut-être que certains d'entre vous ont pris une décision en ce début d'année, voire une bonne résolution si vraiment le travail est trop pénible, c'est changer de boulot, et vous allez entendre parler forcément de la rupture conventionnelle. Alors avec vous, Maître Balu-Goujon, avocate, qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle exactement? On va être très précis. Alors, une rupture conventionnelle, c'est rompre un contrat de travail, mais d'un commun accord. Donc, l'employeur veut rompre et le salarié aussi. Donc on ne peut pas l'imposer. Pas de drame, pas de démission, pas de licenciement. D'accord. Alors, la procédure dure combien de temps et quelles sont ses étapes? Alors, 45 jours. La première étape, c'est la demande de rupture conventionnelle qui peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur. Après, il y a une convocation, un entretien. Il faut absolument se rencontrer, donc pouvoir discuter des modalités et puis signer un document, un formulaire qu'on enverra après à la directe. Il y a quand même 2 délais. Un premier délai de réflexion, donc un délai de 15 jours, durant lequel le salarié peut se dire non, finalement, je vais pas sauter le pas et puis je préfère rester dans l'entreprise. Ou même l'employeur peut aussi se désister et puis revenir sur sa décision de rupture du contrat de travail. Donc, cette étape passée, on envoie le formulaire à la directe. C'est l'inspection du travail, en réalité, qui vérifie que le calcul de l'indemnité est le bon et puis valide, en général, dans 95% des cas, la rupture conventionnelle. Alors, quels sont mes droits? Est-ce que je peux avoir une indemnité dans ce cas-là? Le chômage, un préavis? Comment ça se passe? Alors, l'indemnité, oui, c'est la même indemnité que l'indemnité légale de licenciement ou conventionnelle. Donc, vous allez pouvoir regarder dans votre convention collective et vous allez la comparer avec l'indemnité légale. Alors, l'indemnité légale, c'est 1/4 de mois par année d'ancienneté. Donc, si vous avez 4 ans d'ancienneté, vous avez 1 mois de salaire. Bon, c'est pas énorme, mais bon, quand on veut rompre son contrat, c'est toujours ça de prix. Et puis, surtout, on a le droit au Pôle emploi. Si on a assez cotisé donc pendant la période durant laquelle on a travaillé, on a les allocations Pôle emploi. La rupture conventionnelle est-elle de droit et que puis-je négocier? Est-ce qu'il y a des moyens de négocier? Alors oui, il y a des moyens de négocier. Il faut différencier si on est à l'initiative de la rupture, donc si c'est nous qui, par exemple, avons un nouveau projet professionnel, ou si c'est l'employeur qui veut mettre un terme en priorité au contrat de travail. Alors si c'est nous qui sommes à l'initiative de la rupture, moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas envoyer un courrier, comme souvent ça vous est indiqué, disant, envoyez votre demande de rupture conventionnelle, déjà parce que c'est froid, un écrit, et puis maintenant, dans la plupart des cas, les employeurs refusent et répondent tout simplement à démissionner, ça leur coûte bien moins cher, et voilà, on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc j'invite plutôt les salariés à prendre rendez-vous avec leur employeur, leur DRH ou leur responsable, la personne avec laquelle ils sont le plus à l'aise, et puis préparer les arguments. Et après, ce qu'ils peuvent négocier, c'est une indemnité qui serait peut-être supérieure à l'indemnité qu'on a définie tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas la date de départ. Si l'employeur a un projet important à clôturer, peut-être qu'on peut monnayer une petite somme supplémentaire ou un accompagnement ou une formation contre un délai de 6 mois supplémentaire. Ça, c'est un bon biais. Donc il y a quand même des aménagements possibles. Oui. Alors si l'employeur est à l'initiative, là c'est un autre cas de figure, comment ça se passe alors dans cette hypothèse? Alors dans cette hypothèse, c'est dans la plupart des cas, et si on est bien accompagné, on a une indemnité qui est supérieure à l'indemnité légale. Donc si vous êtes convoqué, ce qui arrive comme ça, votre employeur vous dit de venir à un entretien et il vous dit, moi je vous propose une rupture conventionnelle. Il ne faut jamais accepter la rupture conventionnelle à ce moment-là, mais prendre note et dire qu'est-ce que vous me proposez, quelles sont les modalités, à quelle date, combien vous me proposez, et vous réfléchissez. Après, vous faites ne pas répondre. Vous allez consulter soit votre syndicat, soit un avocat pour préparer les arguments. Et après, comme c'est l'employeur qui le veut, il est dans une position défavorable dans le cadre d'une négociation, vous pouvez obtenir davantage. Alors, quels sont vos conseils pratiques, du coup, dans ce cas-là? Alors, les conseils pratiques, c'est déjà, comme je disais, un accompagnement, une formation, c'est quelque chose qui est pertinent. Pas partir dans des montants fous de 1 an, 2 ans de salaire, tout dépend de votre ancienneté. Et ce que je dirais également, peut-être ne pas en parler à vos collègues. C'est vrai que c'est tentant de dire, je commence à négocier quelque chose, mais ce qui est très mauvais, parce que l'employeur va se dire, tout le monde va savoir que je propose des ruptures conventionnelles et ça va gangréner un peu toute l'entreprise. Ça va me coûter très cher. Donc, discrétion et surtout, lors des discussions,
rester en bon terme parce que le monde du travail est petit. Après, il pourrait y avoir des prises de référence. Donc, si on part en mauvais terme, même si on part avec un peu plus, je pense que ce sera négatif pour la personne. Et ben voilà, des bons conseils. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a pris tous des bonnes résolutions, mais en tout cas, on va d'abord écouter les conseils de Maître Balu-Goujon. Merci beaucoup. Vous connaissiez, Catherine, cette rupture conventionnelle ? Oui, parce qu'il y a des gens qu'on parle avec maintenant la mobilité, l'emploi, on a envie de bouger. Ouais. C'est peut-être quelque chose d'intéressant. Et par contre, je ne savais pas qu'il y avait un droit de rétractation. Pardon. Ça peut être très bien, mais ça peut être dangereux aussi. Par exemple, je ne veux plus travailler avec vous. Attendez. Si, attendez, je vous redis dans 10 jours, d'accord ? Ça peut mettre une sale ambiance dans l'équipe de travail. Je vous confirme. Il faut bien réfléchir quand même. Il faut bien réfléchir. Donc oui, mobilité, puis ça permet aussi d'envisager d'autres horizons professionnels. C'est intéressant aussi. J'ai beaucoup de clients qui se lancent après dans la création d'entreprises. Voilà. Parce qu'il y a le pôle emploi et ça permet justement d'avoir une garantie avec les allocations chômage et d'avoir un nouveau départ. Ben voilà, il y a des gens qui n'osent pas créer, et puis il y a ceux qui osent créer, comme Jeanne, par exemple, qui s'est lancée dans la création d'Andy Anime. Eh bien, écoutez, on est déjà à la fin de cette émission, mais oui. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère Catherine ? J'ai retenu... Vous seriez prête à aller en coloc ou pas, alors, du coup ? Alors, en coloc, Est-ce que vous avez trouvé le colocataire idéal dans cette émission, finalement ? Peut-être. Oui. Non, mais ça donne envie. De toute façon, là, ça fait une semaine de cette émission. Ça redonne envie d'avoir un peu foi en l'humanité avec ces beaux projets, de sortir. Il y a les colocs à projets super chouettes, d'aller voir les autres. Non, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et en tout cas, ça évite, et ça c'est pour vous, Laurence, ça évite beaucoup de prises de tête. Certains arrangements comme ça. Prise de tête, là. Elle est trop forte. Oui. Prise de tête, elle me fait ma transition tout de suite vers mon appel à témoins. Non mais je vous dis, elle est trop forte. En vue d'une prochaine émission, on attend vos témoignages sur le thème du mal de tête. Effectivement, si vous y êtes sujet, peut-être avez-vous des astuces pour en venir à bout sans passer par les antalgiques classiques. Eh bien, dans ce cas-là, contactez-nous. Rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook Ensemble c'est mieux ou écrivez-nous un petit mail à bretagne@ensemblec'estmieux.fr ou bien encore, vous pouvez nous appeler. On ne mord pas. Appelez-nous au 0805 383 383. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi matin à 10h50 autour du thème principal. Attention, du prélèvement à la source. Ne criez pas. Une nouveauté qui suscite inquiétude et interrogation. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions parce que c'est le but de cette émission. C'est votre magazine Ensemble. C'est mieux. D'ici là, on vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Tout de suite, place à votre journal régional. Bon week-end à tous. Kenavo, à lundi.